Bonsoir messieurs, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce magazine spécial, une tribune spéciale qui reçoit pour vous monsieur Jean-Claude Nkou. Il est spécialiste en communication, il est consultant politique, spécialiste en internet et médias. Et face à cet expert, ce consultant, vous avez Françoise Bouela pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Vous avez Floride Zantoto pour le compte de Télé 50 et Gaëlle Kibungo, journaliste indépendante, collaboratrice à B1. Avec eux, donc, nous allons nous entretenir avec Jean-Claude Nkou sur des raisons qui concernent l'expansion, le développement des médias, mais également par rapport au développement de l'Afrique. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Et vous venez de tenir aujourd'hui une conférence avec les hommes des médias, les professionnels des médias à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes, en quelques mots, l'essentiel de cette conférence que vous avez tenue aujourd'hui? Merci. Bien, nous avons fait le déplacement de Kinshasa dans le cadre du réseau panafricain des journalistes, dans le souhait de fédérer ici les confrères journalistes de la RDC, mais aussi plus généralement les confrères journalistes d'Afrique, les fédérer donc autour d'un message majeur qui est que l'heure est venue aujourd'hui pour nous sur ce continent d'avoir une presse forte, une presse puissante et une presse capable de percuter, une presse capable de retentir dans le monde pour pouvoir assurer la promotion de l'Afrique actuelle, l'Afrique qui se développe, l'Afrique dont tout le monde parle. Parce que qui mieux que nous, voulez-vous, qui puisse assurer positivement, voire objectivement et efficacement la promotion de cette Afrique en plein essor. Et à ce titre, nous apportons une idée selon laquelle Internet et toutes les technologies numériques qui vont avec, la TNT, les réseaux sociaux, la blogosphère, constituent dans ce cas-là une véritable chance pour nous, un atout majeur pour nous, la presse, de pouvoir nous répondre facilement dans le monde avec réactivité et avoir un écho que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui dans l'état actuel des infrastructures médiatiques. L'Afrique n'a pas de satellite, nous n'avons aucun moyen, lorsqu'on a une bonne information ici sur place, de la retentir rapidement, instantanément, en Malaisie ou à l'autre bout du monde, tout simplement. C'est le cœur du message que nous sommes venus transmettre pour fédérer nos amis autour donc de l'Internet à travers cette conférence débat. Avant de passer la parole aux amis, vous avez suivi le ministre de la Communication et des Médias qui a parrainé d'ailleurs cette conférence. Et quelle est l'impression qu'il vous a donnée dans son discours? Je remercie beaucoup le ministre Lambert Mende et donc le gouvernement de la RDC de nous avoir épaulés à travers cette conférence. Ce que j'ai senti de la part du ministre, c'est qu'il place un espoir dans cette presse forte dont nous avons besoin pour nos nations. Nos pays ici souffrent d'un vrai manque de visibilité. Et donc, ce que j'ai senti comme espoir auprès du ministre, c'est justement que, apparemment, il fallait vraiment saisir cette chance de l'Internet, cette chance de l'équipement, de la plateforme numérique qui s'impose aux journalistes et qui permettra certainement pour nous, journalistes, d'avoir cet écho que nous recherchons pour l'extérieur, de façon à ne plus laisser seulement les presses puissantes étrangères se répandre en information à propos de l'Afrique. Laquelle Afrique, ces médias ont plutôt, comme on dit, un angle ou un axe qui consiste essentiellement à présenter l'Afrique historiquement, parce que ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est une habitude qui a été prise de montrer l'Afrique toujours sous son aspect sous-développé, primitive, une Afrique des corruptions, l'Afrique des problèmes, l'Afrique des maladies, l'Afrique des conflits et des misères. Jean-Claude Nkou a réussi à mobiliser aujourd'hui, jeudi, plus de 100 journalistes, j'allais dire professionnels des médias. Et dans la salle, il y avait également Floride Zantoto. Tu as suivi attentivement avec intérêt d'ailleurs. Avec intérêt. Une question?
Alors moi, j'aimerais revenir sur la notion de l'indépendance auquel vous avez fait allusion tout à l'heure dans votre exposé. Lorsque vous parlez que les journalistes doivent être indépendants, à quoi vous faites exactement allusion? Ce n'est pas qu'on veut absolument que la presse ou les journalistes soient indépendants. C'est un constat que actuellement, à cause du fait que progressivement les médias sont devenus trop dépendants, finalement on n'est plus si professionnel que ça. Et face à cela, on a un problème globalement avec la liberté de manœuvre lors du traitement de l'information. C'est un problème. Alors, si on reste sur la dépendance, il est clair que c'est une dépendance, on va le dire clairement, elle est financière, elle est matérielle. Comment voulez-vous que quelqu'un se réveille un matin et puisse exercer vraiment au jour d'aujourd'hui le journalisme avec tout l'équipement qu'il faut, sachant que ça coûte cher. Nous avons beaucoup de confrères qui créent des journaux, qui créent des radios. Quand ils le font tout seuls, on a immédiatement besoin d'un mécène. Or, face aux mécènes, il est difficile d'être totalement libre. Ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique. J'ai envie de dire que c'est un problème du monde entier. Aux États-Unis, beaucoup de journaux aussi qui sont financés par des industriels. Ces industriels ont des positions parfois politiques, ont des tendances aussi, et le journal est tenu de rester dans sa ligne à peu près dans la même que celle de son mécène. Et quelle est la particularité avec la situation africaine alors? La situation africaine, elle est à peu près la même que chez tout le monde. Chez nous, elle prend juste de l'ampleur par le fait que, à la fin, ça laisse les journalistes dans une vraie précarité qui fait que sur le terrain, on ne peut plus assister à un véritable journalisme professionnel. Donc, mélangé au fait qu'on est en plus très mal équipé, eh bien, on finit par faire un journalisme qui n'a plus du tout d'efficacité et qui n'a pas d'impact comme tel. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous, notre vision, c'est de dire notre continent, pour la première fois de son histoire, est en train de bouger. Il y a un frémissement, tout le monde parle de l'Afrique qui se développe. Certains disent même que dans les prochains jours, c'est le futur moteur de l'économie mondiale. Ce n'est pas rien. Alors moi j'ai envie de dire, on a maintenant besoin de montrer cette Afrique-là, cette Afrique en plein essor, de la montrer maintenant au monde. Par rapport à l'habitude qui a été prise par tous ces médias professionnels, efficaces, bien équipés, qui ont, comme on dit, des fréquences lointaines pour émettre, des satellites. Par rapport à ceux-là, donc, dont la ligne et dont l'axe consiste éternellement à toujours montrer cette Afrique à laquelle on a été habitué et qui fait que ça se passe comme si l'opinion mondiale, l'opinion extérieure s'était figée, s'était cristallisée sur cette Afrique négative. Donc, je pense qu'il est temps que nous, on se professionnalise et qu'on soit capable de répandre ce message. Mais pour y arriver, il faut sortir, il faut s'efforcer de sortir de cette dépendance qui est générale à l'Afrique. Il faut aussi s'efforcer de sortir de cet enclavement matériel qui concerne le métier dans lequel nous on évolue. C'est contre toutes ces choses qu'il va falloir donc lutter pour enfin atteindre ce journalisme que l'on souhaite. C'est une vision, c'est un souhait, à nous de voir concrètement comment on y va, mais ce qu'il faut à la base, c'est d'avoir cette volonté, cette prise de conscience. Et c'est cela qu'on cherche avant tout. Alors cette indépendance croissante auquel vous avez fait allusion ne s'explique pas par le fait que les conditions dans lesquelles évoluent les journalistes, et notamment les Africains, sont des conditions extrêmement précaires. Le métier du journalisme sur notre continent, c'est vraiment un métier, j'ai envie de dire, qui est un peu délaissé. Il faut le reconnaître. Bon, ce n'est pas le seul métier. Hein. Je veux dire, s'il faut rentrer dans ce détail, on comprend que les enseignants aussi ont leur précarité, les infirmières. Oui, les journalistes, ce sont des professionnels, des gens que je côtoie tous les jours. Et je vois très bien, il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de journalistes, comme on dit, ne sont pas équipés ou ne sont pas rémunérés à la juste valeur de ce qu'ils produisent comme travail important. C'est un problème. Donc, mais ça ne va pas se résoudre
comme ça. Avant tout, ce qu'on demande aux journalistes, ce que moi je demande, c'est de se réveiller et d'être fier d'exercer la profession du journalisme avec l'éthique, le professionnalisme qui est le leur, de ce qu'ils ont appris d'abord à l'école. Ensuite, sur le terrain, est-ce qu'on dispose de tous les moyens qu'il y a? Eh bien là, on retombe dans le cas des infirmières, le cas des enseignants. Donc, si on ne peut pas rester focalisé dans un débat comme celle-là sur cet aspect matériel. Parce que certes, il y a beaucoup d'impact pour les journalistes, mais nous ne sommes pas la seule corporation dans ce cas-là. Nous avons un combat à mener par rapport à une vision qui est que nous devons devenir une presse qui peut retentir dans le monde et nous recherchons des voies par rapport à ça. Nous, on vient apporter une sorte de solution qui dit qu'avec Internet, on le peut. Or, Internet, justement, est tellement vulgarisé, peut-être pas encore chez nous, mais le jour où ce sera le cas, vous verrez que ce n'est pas aussi cher que de s'équiper en satellite, ce n'est pas aussi cher que d'avoir des fréquences extrêmement puissantes. Aujourd'hui, si vous pouvez créer un blog, vous pouvez malgré tout quand même envoyer votre information à l'autre bout du monde sans débourser, je veux dire en déboursant les 500 francs qu'on paye au cybercafé pour la demi-heure. Il est difficile de vous arrêter quand vous parlez, mais chers téléspectateurs, vous comprendrez qu'on est là face à un spécialiste des médias sociaux. Vous évoquez des notions telles que le pouvoir, la responsabilité, les moyens et tout, mais je voudrais quand même passer la parole à Françoise Bouila, qui généralement pose des questions, réflexions en même temps. Françoise Bouila. Merci Diony. Mais alors la première question, Jean-Claude Kou, vous reconnaissez, c'est évident, qu'on n'est pas assez équipé, et les journalistes, l'aspect financier, c'est un frein important. Alors, sur base de quoi vous fondez votre conviction? C'est sur la bonne foi des journalistes pour faire face à cette perte de vitesse que connaît la presse africaine? Sur deux choses. Effectivement, cette bonne foi, il faut que les journalistes se réveillent en eux-mêmes en étant fiers d'être des professionnels. C'est-à-dire des gens qui ont appris un métier, qui le maîtrisent, qui aiment le faire et qui veulent le faire bien. Mais là, c'est avéré, les journalistes on peut le faire convaincus, ils les sans font matériel. Tous les jours. Mais on ne sait pas. Tout le monde ne fait pas du bon journalisme, madame. Mais aujourd'hui, pour nous, ce qui compte, ce sont les professionnels, ceux qui sont déjà engagés et ont fait preuve dans leur travail. Vous pensez que ceux-là, aujourd'hui, ont Internet à leur portée pour donner le visage de l'Afrique que l'Afrique mérite aujourd'hui, ou tout est en train de frémir? Notre souhait, il est vraiment simple. C'est que tous les professionnels, comme vous le dites, madame, que ces professionnels arrivent et exercent leur métier sur l'Internet, sur le numérique. Il n'est pas à la portée de tous. Pour l'instant. Mais pourtant, qui est quand même, en termes de coût et de rapport efficacité-coût, un rapport imbattable. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de travailler vraiment et d'être sur Internet pour 500 francs la demi-heure ou de l'heure, et que vous y exerciez avec professionnalisme votre métier, on a gagné beaucoup. Après, pour le reste, je reconnais très bien que notre pays est encore enclavé sur le plan numérique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème d'infrastructure. Et ce problème d'infrastructure est au cœur du combat de la plupart. Et moi, je parcours beaucoup de pays d'Afrique, j'ai cette petite chance. Je vois bien partout où on va que les administrations, les pouvoirs publics ont à cœur de se battre pour installer les fibres optiques, les connexions en 3G, etc. Certes, ça n'a pas encore pris la route. Ça ne se passe pas correctement. Ça ne se passe correctement pour l'instant nulle part. Il y a certains pays, bon, on n'a pas trop envie de les citer, où ça marche plus ou moins bien, mais la majorité est patauge. Et le journaliste doit précéder les événements? Oui. Il ne doit pas attendre le développement des moyens pour agir? Pour être honnête, non. Vous voyez, regardez, moi, je ne viens pas du monde du journalisme. Moi. Mais aujourd'hui, j'exerce comme métier le journalisme, la communication. J'ai commencé cela en 2000, lorsque pour se connecter à l'Internet, c'était extrêmement, extrêmement pénible. Mais nous nous sommes dit, ok, si on attendait d'avoir ici une connexion ne fût-ce qu'un peu plus rapide, comment voulez-vous qu'on puisse exercer ce métier
et informer avec spontanéité et réactivité le monde, alors que nous en sommes capables, intellectuellement, physiquement, et on en a l'envie et on est motivé. Mais on est gêné par cette infrastructure qui ne permet pas vraiment cela. Et vous préconisez quoi? Parce que les journalistes, excusez-moi Denis, Oui. de faire... Je préconise, comme dit Johnny, que l'on prenne un peu cette avance. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même capable d'envoyer un email, malgré que notre connexion soit ce qu'elle est. On est quand même capable d'envoyer un email. Nous-mêmes, l'exemple que j'étais en train de vous prendre, c'est qu'on a comme ça géré notre site avec beaucoup de difficultés. Je vais vous dire une chose. Moi, j'habite entre la France et mon pays. Il y a des choses que je mets parfois de côté parce que je dois aller les faire en France. Par exemple, transférer un gros fichier qui chez nous me prend 2 heures. Là-bas, ça me prend moins de 3 minutes. Mais pourtant, quand je ne peux pas aller en France, je consacre quand même les 2-3 heures à transférer mon fichier. Et je ne vous raconte pas des histoires. Alors le transfert commence à 22 heures, il se terminera à 4 heures, parfois il s'est coupé au milieu et on le reprend à 6 heures. Oui, mais Jean-Claude, lorsque vous parlez j'aimerais de la bien question... que les professionnels se mettent en avant de ce même type de difficultés et ne restent pas freinés par cette infrastructure, que les pouvoirs publics, malgré tout, se battent apparemment pour nous mettre en place. Parce qu'un jour, nous aurons bien cette infrastructure. Croyez-moi, on ne peut pas l'éviter. Notre monde, nous parlons seulement de l'Internet pour le journalisme, mais l'Internet, ce n'est pas seulement pour nous. L'Internet est là, c'est une 3e révolution, elle bouleverse tous les domaines de notre vie. L'Afrique, nos pouvoirs publics, à un moment ou à un autre, seront toujours obligés d'avoir cette infrastructure. C'est vrai, le problème, c'est que nous prenons du retard tous les jours et c'est navrant. Mais que voulez-vous? Oui, nous n'allons pas attendre. Le débat, il est assez intéressant, le débat que vous lancez sur l'appropriation des médias sociaux par les journalistes. Déjà que personnellement, j'aime pas qu'on parle des bons ou des mauvais journalistes. Soit on est journaliste, soit on l'est pas. Et aujourd'hui, vous voulez que les journalistes prennent de l'avance dans l'usage ou l'utilisation des médias sociaux. Je voudrais quand même que Gaël Kibongo, qui est une journaliste indépendante, mais qui collabore avec un média de la place, vous pose des questions qu'elle a au fond d'elle. Voilà. Alors, Jean-Claude Cou, là, on vient de relever quand même le fait qu'il y a beaucoup de problèmes sur le plan financier par rapport au travail de journaliste que vous voulez professionnel, que l'on veut tous professionnels en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, puisqu'aujourd'hui vous êtes chez nous. Vous avez parlé également d'un problème de responsabilité des journalistes par rapport au traitement des informations face surtout à cette prolifération de masse d'infos que je dirais nocives, jugées nocives par d'aucuns. Alors, est-ce que j'aimerais bien que vous puissiez donner une précision là-dessus. Vous pensez que le journaliste, hormis le plan financier, est-ce que le journaliste congolais, africain, a été défaillant? Est-ce qu'il aurait, par sa défaillance, justement, laissé cette masse d'informations envahir la toile? Quelque part, oui. Ce n'est pas vraiment une défaillance. Ça s'est passé un peu partout dans le monde. Quand Internet est arrivé, beaucoup de gens sont allés dessus. Beaucoup se sont maintenant rendus compte que voilà un support dans lequel, en fin de compte, je peux m'amuser à donner des infos, à informer, à écrire ce que je veux. Ce qui est bizarre, c'est que ce sera lu par n'importe qui dans le monde. C'est instantané, c'est beau. Mais le journaliste, à partir de là, il est présent sur la toile. Il y a des forums d'échange, même à travers les médias sociaux et tout. Est-ce que vous pensez que le journaliste ne fait pas assez son travail sur le net? Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où chacun s'est mis comme ça à se livrer sur le net, il y en a qui ont également commencé à donner de l'information. C'est-à-dire à dire, écoutez, je viens de tel endroit, j'ai vu telle chose et je vous le dis. Au début, quand les gens se sont lancés pour mettre des infos, il y en a qui mettaient « je suis professeur de mathématiques, je maîtrise telle formule, et puis je vous explique comment ça marche. Je fais de la cuisine, je connais telle recette, je vous explique comment ça marche. » Mais à partir du moment où certains ont commencé à vouloir informer l'opinion pour des sujets précis et à faire du reportage sans connaître les règles du journalisme, ni sans avoir justement l'autorisation, c'est-à-dire la carte professionnelle, les lecteurs ont commencé à s'en intéresser et ont trouvé cette actualité, parce que c'est devenu de l'actualité, ils l'ont trouvée croustillante, brute, belle.
Et on commence à se dire, ben voilà, c'est là qu'on va s'informer. Et là, c'est devenu quasiment du journalisme. Et ça fait défaut par rapport au métier. Pourquoi? Parce que les professionnels n'avaient pas eu ce réflexe de dire, voilà, n'ont pas considéré Internet comme un média. C'est-à-dire comme la télévision, comme la radio. Ils ont continué à penser que pour donner l'info en tant que journaliste, eh bien, ça ne peut pas se passer en dehors du journal. Voilà. Alors qu'un nouveau média s'imposait à l'opinion, en fait. Et là, maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a moyen maintenant d'arranger les choses. C'est-à-dire, il suffit que la masse des journalistes professionnels envahissent ou récupèrent le support. Oui, mais sur ce support, les lecteurs comprendront qu'ils ont maintenant besoin de lire des choses correctes, propres, comme on lit un journal ou comme on écoute un journal télé. Et là, instinctivement, on commencera à mettre de côté tout ce qui vient de la poubelle, tout ce qui semblait être beau, qui ne le sont plus. Mais ces mêmes informations non contrôlées, on les vit également en Europe. La situation est pareille. C'est une situation mondiale. Oui, c'est une situation mondiale. Pour l'Afrique, la particularité... Pardon, Johnny. Je vous en prie. Oui. Pour la particularité que je vois, moi, pour l'Afrique, c'est que autant Internet, quand vous dites l'Europe, vous voulez sûrement dire les autres pays développés, les États-Unis, etc., le Japon. La particularité qu'a Internet pour nous, ce n'est pas la même, la problématique n'est pas la même que chez eux. Vous savez, là-bas, les gens ont très bien compris très vite comment on fait le rapport des choses. Et en vérité, du point de vue journalistique, les choses commencent à s'équilibrer. Quand vous êtes en Europe ou quand vous êtes en Occident ou dans un pays bien développé, les cultures se sont mises en place. On comprend très bien lorsqu'on va sur le net, quand on a envie de rechercher une vraie version d'une bonne information, on trouve ça en ligne à travers les journalistes. Parce que les médias, la plupart des journalistes sont sur le net. Il n'y a plus assez de place pour ces personnes qui ne sont pas journalistes et qui veulent raconter ce qu'ils veulent. Quand bien même ils continuent à exister, le lecteur, lui, sait très bien séparer le bon grain de l'ivraie. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous et qui est donc l'objet de notre combat. C'est pour ça que j'invite les amis, les professionnels, parce que les politiques se plaignent. Les responsables se plaignent et pensent que ont maintenant une seule vision, en Afrique, ont une seule vision du net et des réseaux sociaux qui est que bien là-bas on trouve les insultes, on trouve tout ce qu'on veut, etc. Et donc du coup, c'est pas une bonne chose. Quelle erreur! C'est une très bonne chose, à condition qu'on y soit en tant que professionnel. Vous verrez, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, nous tous, journalistes professionnels, pour occuper le net africain. À partir de ce moment-là, croyez-moi, on aura résolu beaucoup de ce problème. Oui, mais Jean-Claude, est-ce que ça va résoudre le problème au niveau de la notion de la responsabilité? Lorsque nous savons que nos médias évoluent généralement dans un contexte de ligne éditoriale, oui. Ça signifie qu'il ne faut pas toucher aux intérêts, par exemple, du pouvoir en place, il ne faut pas toucher aux intérêts du patron des médias, par exemple. Et lorsque vous demandez aux journalistes d'aller à l'assaut de l'Internet, des réseaux sociaux, vous ne pensez pas qu'il y aura conflit, vous déclenchez un conflit entre les patrons des médias, le pouvoir public et les hommes des médias qui, en ce moment-là, n'ont plus de contraintes de ligne éditoriale et tout? Si je vous comprends bien, je peux répondre en disant que ce serait un tort si nous amenons les professionnels des médias sur un support, un nouveau média comme celui-là, et que les journalistes professionnels adoptent l'attitude que leur a imposé les blogosphères en herbe, c'est grave. C'est-à-dire qu'on arrivera à cette situation dans quelles conditions? On arrivera à cette situation si nous, professionnels des médias, en allant sur Internet, on se met à se comporter exactement comme se comporte aujourd'hui ces monsieur et madame tout le monde qui font ce qu'ils veulent sur le net. Il ne s'agit pas pour nous d'aller là-bas occuper le terrain du net pour faire cela ou pour faire ce qu'on veut. Il faut y aller en apportant l'éthique. Il faut y aller et se comporter comme à la télévision, comme vous faites, comme ce qui se passe aujourd'hui, en comprenant que à ce moment-là, Internet,
c'est un média comme le magazine, comme le journal, comme la télé, comme la radio. On n'y va pas pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas le sens de Internet. C'est un sens qu'on a voulu lui donner parce que simplement Internet, c'est vrai son atout, c'est d'abord un endroit de liberté. Oui, je reviens à vous tout à l'heure. Françoise Bouila, je sais que vous avez une question, mais je vous en place une dans la bouche. Le journaliste a le rôle d'éduquer, d'instruire, d'informer. Est-ce que vous ne pensez pas avec moi que le journaliste doit aller à l'assaut justement des réseaux sociaux pour essayer de recadrer les choses sur le plan de l'éducation diffuse au niveau de l'Internet, par exemple? Moi, je ne suis pas tout à fait certaine. Ce n'est pas ça le rôle de journaliste. Mais au contraire, je ne sais pas pourquoi vous revenez sur l'occupation de l'espace Internet par les journalistes professionnels. Vous ne pensez pas qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut arrêter la vitesse de l'information. Et celui qui a le pouvoir, c'est celui qui tombe le premier sur l'information. Aujourd'hui, vous êtes d'avis que ces réseaux sociaux sont quelque part une source d'information pour le journaliste professionnel qui maintenant, à son tour, doit filtrer, doit jouer de la responsabilité, comme Denis l'a dit, mais aller en affront, aller pour une occupation, je pense que ce serait une bataille inutile. Vous ne pensez pas, vous n'êtes pas de cet avis, Jean-Claude? C'est le terme occupation qui pose beaucoup de problèmes. Oui, Ce terme, on l'évite pour beaucoup de choses. Parce que l'occupation, évidemment, on ne va plus parler d'occupation si vous me permettez. Madame, ce que je vois moi, la vision que j'ai, c'est de dire ceci. C'est vrai que Internet n'a pas été créé que pour le journalisme. Donc, je permets que n'importe qui, effectivement, a le droit d'y être. Seulement, voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, parce que nous avons des télévisions, parce que nous avons des journaux, parce que nous avons des magazines, nous sommes à Kinshasa. Est-ce qu'on a déjà empêché monsieur tout le monde, le piéton, celui qui a sa voiture, celui qui se promène dans la cité, de colporter ce qu'il a vu quelque part? On ne peut pas l'interdire. Sur le net, demain, c'est la même chose. Voilà comment ça se passe pour l'information. Il se passe quelque chose quelque part d'assez particulier, d'assez grave. Les premières personnes qu'on va croiser, même nous, journalistes, au moment de se rendre sur le lieu pour faire le travail, on va croiser des gens qui vont nous dire à pied, en voiture, oui, là-bas il s'est passé ça, la maison a pris feu, le monsieur était à l'intérieur, etc. Et qui nous raconte, lui, son histoire. C'est la cité. Bien. Et les journalistes vont y aller et vont récolter la même information et ils vont la ramener à la chaîne de télé pour la traiter et l'expliquer professionnellement parce que, contrairement au monsieur de la rue, nous, on a appris à traiter et à diffuser l'information, la même information. Que vous dites la science. Donc sur Internet, science. Oui, exactement. C'est une science du traitement de l'information. Si ce n'était pas une science, on laisserait monsieur tout le monde qui a vu quelque chose venir à la télé présenter son journal. Demain, moi, ce que je pense avec Internet, c'est qu'il faut qu'on ne l'occupe pas, mais qu'on y soit présent, omniprésent. De la même manière que monsieur tout le monde dans la rue, chacun va raconter ce qu'il a vu, etc. Mais vous voyez, le lecteur ou celui qui écoute la télé ne sont pas des gens stupides. Ils vont écouter toutes ces versions et ils sont contents lorsque monsieur Zatoto prend l'antenne, ou vous-même, pour annoncer, voilà, il s'est passé ça, et se met à expliquer. Vous verrez avec quelle attention tout le monde attendait votre information, parce qu'ils savent que là, on a affaire à l'information. Alors pourtant, on a déjà écouté toutes les rumeurs. Sur le net, demain, ça sera toujours la même chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est parce que le net n'est occupé que par, essentiellement, par les rumeurs. Il n'y a personne pour traiter correctement l'info. C'est peut-être pas parce que les habitudes des consommateurs ou les journalistes, l'intérêt ou non que portent les journalistes par rapport à l'occupation de l'Internet, c'est justifié par le fait qu'il n'y a pas, les consommateurs africains ne sont pas très intéressés à l'Internet que par rapport à la télévision ou à la radio. Pour l'instant, ils ont un frein. Internet a beaucoup de freins. On en a parlé ce matin à la conférence. Il y a le frein, effectivement, de l'infrastructure, il y a le frein du coût du matériel, il y a le frein de l'insuffisance de la formation aux technologies, il y a le frein aussi par rapport à la mentalité. Beaucoup aujourd'hui hésitent, ont du mal
à aller vers tout ce qui est un peu numérique. Et puis il y a ce retard que nous prenons par rapport à nos pouvoirs publics dans la mise en place effective d'une véritable industrie de la connaissance, ce retard dans la mise en place d'une véritable société de l'information. Mais c'est notre avenir, mais nous retardons pour y arriver, c'est dommage. Donc, si on a ce problème par rapport au public qui n'y est pas encore totalement et qui fait que les journalistes ne trouvent pas là un marché, parce que c'est peut-être ça aussi. C'est ça. On va dire, on ne va pas rester dans cette situation où le serpent se mord quand même la queue. Non, je dis quand même qu'il y en a qui doivent tirer la chose en avant et c'est comme ça qu'on va tous y arriver. Parce que croyez-moi, moi j'ai la foi et la conviction qu'on y arrivera un jour ou un autre, ne fût-ce que parce qu'on ne peut pas vivre, on ne pourra pas dans 10 ans vivre en dehors de la société du numérique. Peu importe si aujourd'hui, par rapport à comment nous dirigeons nos affaires au quotidien, les patrons de presse, les dirigeants politiques, monsieur tout le monde dans la rue ou dans les écoles, tout le monde hésite à aller effectivement emboîter le pas vers ce numérique. C'est un tort de prendre ce retard parce que de toute façon la finalité sera qu'on ne pourra pas vivre demain, dans 10, 15 ans, en dehors de ça. Alors, allons-y maintenant, il y a tellement d'avantages. Et comparativement, ça va Floride, ça va très vite comme la connexion en Europe. Oui. Gaël Kibungu, Oui. une question. Oui, j'aimerais revenir sur le choix. Vous parlez du choix du public averti, que vous pensez averti, qui sait faire la part des choses entre cette info nocive et la bonne information venant de journalistes professionnels. Mais je pense que le rapport n'est pas assez logique, hein, puisque je vais prendre l'exemple, par exemple, vous êtes vous-même consultant pour le site officiel, je pense, du Congo-Brazzaville. Il y a un portail officiel qui a été lancé ici en République démocratique du Congo. Cela ne réussit pas pourtant à faire face à cette masse d'informations nocives. Quelles sont justement les solutions que vous préconisez par rapport à ça? Il y a des portails bien officiels pour certains pays, mais pourquoi on n'arrive pas à faire face à cette info? Et de l'autre côté, j'aimerais bien que vous puissiez répondre face à la régulation. Vous en avez parlé lors de la conférence. On a des organes de régulation ici pour les médias, etc., en ce qui concerne la communication, l'information. Quels sont les mécanismes? Vous en parlez, vous leur demandez d'aller justement à l'assaut de l'Internet, de voir comment ça marche. Vous êtes spécialiste de la question. Est-ce que vous pouvez parler en quelques mots de mécanismes clairs pour justement contrer tout ça? Comment se passe la régulation sur la toile? Oui, parce que votre question a deux aspects. Exact. C'est vrai que la régulation, on va y arriver, c'est vrai. Mais prenons d'abord le premier cas où vous dites qu'il y a un site donc, qui est officiel, hein, qui est censé donner l'information qu'il faut, etc., et mettre les gens à l'aise. Est-ce qu'ils sont assez réactifs? Et qu'en face, il y a effectivement tellement de sites qui donnent ce qu'ils veulent, et ça, c'est difficile à équilibrer. C'est vrai. Je comprends pour le site officiel, par exemple, de la RDC, qu'ils ne se sentent pas encore, je veux dire, suffisants pour contrer toute la masse de ce qui peut arriver de tous les blogs, tous les réseaux sociaux, etc. Il y a une ampleur qui fait que l'information officielle sur une version qu'ils donnent, et face à 10 000 versions dans la blogosphère ou sur les réseaux sociaux, c'est normal que là-dedans, ça ne paraisse pas suffisant. Bien, donc on a envie de dire que mathématiquement parlant, il aurait fallu que les sites officiels comme ceux-là, en face de cette blogosphère, il y en ait autant ou il y en ait plus. On est partagé entre des secrets d'État, entre le droit à l'information. Par rapport à la réactivité, c'est pas facile à suivre. C'est pas facile. Ça, c'est le problème du journaliste professionnel qui raisonne comme ça. Le problème, c'est qu'il faut, à un moment donné, s'adapter au support, c'est-à-dire aux médias. Il faut comprendre qu'il y a un process journalistique que l'on apprend à l'école pour traiter l'information. Ce process, vous l'avez appris au moment où il n'y avait pas le média Internet comme média. Donc, on ne tenait pas compte de l'instantanéité et de la réactivité et de la compétitivité. Encore que la compétitivité, bon, c'est surtout l'instantanéité. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut, au niveau des écoles qui enseignent le journalisme, tenir compte du fait que maintenant, on n'a pas seulement la télévision, le magazine et le journal et la radio. On a aussi Internet qui a une particularité terrible. La vitesse de propagation, le temps réel et la masse, le volume.
d'information. Tenant compte de ça, il faut adapter le journalisme, le cours du journalisme, la façon d'exercer le journalisme. C'est la responsabilité de pouvoir public alors. Pouvoir public ou n'importe qui intégrer des nouveaux programmes. Voilà. Mais doit-on conclure aussi que les sites officiels ne sont pas la solution, qu'il faut diversifier? C'est la solution, mais que voulez-vous c'est comme si on avait une seule télévision et que cette télévision soit une télévision officielle, d'État, une seule télé. Mais qu'à côté de ça, il y a tellement de rumeurs et de... Comment dire, il y a une caisse de résonance terrible de la part des autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Vous donnez votre info et immédiatement elle est inondée par des versions contraires et pour lesquelles de toute façon les lecteurs sont friands. Oui, mais qu'est-ce que vous faites, Denis? Qu'est-ce que vous faites de la crédibilité des informations que vous postez, que ce soit dans les sites officiels ou autres sites compétitifs? Qu'est-ce que vous faites de l'attitude de celui qui vient sur votre toile? Vous ne tenez pas compte? L'essentiel, c'est de larguer la masse d'informations? Qu'est-ce que vous cherchez? Nous sommes des professionnels, madame. Moi, j'invite aussi les professionnels à faire comme nous. On ne largue pas des infos. On les travaille et on les donne. La seule chose, c'est que pour rester réactif, nous traitons l'information par niveau, par étage. Il y a beaucoup de temporalité chez nous. Il n'y a que lorsqu'on est sur une information chaude, on vient de tomber sur quelque chose, on informe les gens avec ça, sous forme d'une brève, parce qu'on n'a pas eu le temps d'encore tout vérifier, etc. On rédige correctement, on est sûr de ce qui s'est passé, de la source, et on donne une brève. Quelques heures plus tard, l'investigation va continuer. Quelques heures plus tard, on va revenir avec un nouvel article, ou bien le même, qu'on va compléter. Et puis, en fin de journée ou le lendemain, on aura comme ça tout un bon reportage sur la chose. Ça nous a permis, de rester réactif, instantané, et en même temps de rester professionnel et de continuer à rester... Mais la crédibilité par rapport à quoi? La crédibilité par rapport à la source. Oui. Nous savons que ce qu'on informe, c'est la réalité. Nous, on y a été, mais simplement, on doit le faire vite. Oui, Jean-Claude, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. La régulation, pardon. À ce niveau-là, il faudrait que les instances de régulation commencent à intégrer sérieusement le fait que les médias, lorsqu'on dit médias, moi je vois chez nous, même dans mon pays, lorsque les officiels ou les régulateurs invitent les médias, eh bien ils ne nous invitent pas. C'est sérieux. Moi je dis qu'il faut que maintenant qu'ils commencent sérieusement à considérer que les médias, ce n'est pas seulement la télé, la radio ou les journaux, mais il y a aussi Internet. Et puis maîtriser l'enjeu derrière ce nouveau média. Qu'est-ce que c'est exactement ? Jusqu'où s'étend l'ampleur de l'Internet? Quel est l'enjeu de l'Internet? Pour intégrer ce média dans le périmètre, dans, dans ce qu'ils considèrent, eux, comme organe à gérer ou source à gérer dans le périmètre de leur travail, de leur fonction, et apprendre à le réguler. C'est ce qui se passe ailleurs, même si c'est difficile, et apprendre à instaurer des lois par rapport à Internet. Il faut prendre ça au sérieux. Oui, c'est le média demain qui va supplanter tout. Vous savez, la télé, elle ira sur Internet. La radio va déjà, j'ai dit, et ça ira. Mais ça va aller pleinement. Oui, Jean-Claude. Donc, si on continue à le sous-estimer comme média... C'est pratiquement la fin, mais juste une petite question. Qu'est-ce que Jean-Claude Nkou poursuit en lançant ce débat, en organisant ce genre de conférences, et qui est derrière Jean-Claude Nkou? Bien. Si je dis je poursuis rien, ce sera décevant pour ceux qui m'écoutent. Moi, je poursuis une vision. Avec mes amis du réseau panafricain des journalistes, nous souhaitons, comme on dit, galvaniser nos collègues, nos confrères journalistes africains pour que demain, par ce que nous croyons être une bonne voie, celle d'aller vers le numérique, utiliser cela pour avoir pour nos pays, notre continent, des médias forts, capables de se faire entendre instantanément, avec réactivité, avec puissance dans le monde. Ne pas rester derrière les problèmes d'équipement, les problèmes d'infrastructure, parce que nous n'avons pas de satellite, nous avons une mauvaise connexion Internet. Non, mais nous avons de la matière. Vous voulez quoi? Que nous, on a expérimenté tout ça,
On a l'air de le maîtriser, on connaît bien cette problématique, et puis on va rester les bras croisés, attendre que dans 10 ans, on ait une bonne connexion, ou bien qu'un de nos pays achète un satellite pour que l'Afrique devienne retentissante. Pas du tout. La deuxième sous-question, Jean-Claude. La deuxième sous-question, qui est derrière Jean-Claude Nkou? Moi-même. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette tribune spéciale organisée en République démocratique du Congo avec Jean-Claude Nkou, qui est consultant en communication politique. Il est spécialiste en médias internet, médias sociaux. Avec lui, nous avons parlé des questions des libertés, du pouvoir, de l'indépendance des médias sociaux. Et aujourd'hui, c'était à l'occasion d'une conférence qu'il a animée à Sacré-Cœur, à Kinshasa-Gombe. Et en face de Jean-Claude Nkou, nous avions Françoise Bouela pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise, Floride Zantoto pour le compte de Télé 50 et Gaël Kibungu, journaliste indépendante, mes collaboratrices à Biwan. Merci beaucoup pour votre attention. Restez branchés sur vos différentes chaînes pour le programme qui continue. Merci.